Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita. Studio Qualita, eh bien, c'est aussi des histoires, des parcours d'Alia intéressants, particuliers, fous. Voilà, et je suis avec Jonathan Dema. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être venu. De rien. On est ravis de vous recevoir. Alors avec vous, j'ai envie de commencer par la carte postale. La carte postale. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chirurgien à Dassa, comme vous avez dit avant. Il faut tutoyer, vous voyez. Comme tu veux. On peut tutoyer, on est en Israël. Okay, comme tu l'as dit plus tôt, je suis chirurgien à Dassa. Et... Chirurgien, spécialiste en chirurgie abdominale. Ok, à Dassan Kerem. Mais tout ça n'est pas arrivé en un jour, je crois. Non, pas en un jour. Le parcours n'a pas été simple. 2-3 jours. C'est sympa parce qu'il y a beaucoup d'humour. Donc, un parcours compliqué. Vous êtes arrivé en 2000. Donc, toi, Israël. Tu me vois, moi, je te tutoie. Vous, alors. C'est pas grave, ça commence bien. Alors, tu es arrivé en 2000. Voilà. On va commencer par le début. J'ai 39 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et je suis né à Paris, mais j'ai grandi à côté de Sarcelles. Et j'ai commencé mes études de médecine à 17 ans à l'hôpital Bichat dans le 19e. Mm-hmm. Et j'ai toujours voulu monter en Israël, mais j'ai jamais eu le courage. Et puis en quatrième année... Pourquoi il faut du courage pour monter en Israël ? Un petit peu. Et en 4e année, j'ai décidé que ça pouvait plus continuer. Pourquoi ? J'ai eu le courage. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réussi ma première année de médecine, mes parents ils ont décidé de monter en Israël. Alors, tous les ans, j'entends mes parents qui disent l'année prochaine, on va en Israël. Et bon, moi, j'ai dit, c'est comme tous les ans, c'est pas très grave. Et ce qui s'est passé, c'est que... Tu peux continuer à étudier tranquillement. Je serai médecin. J'ai réussi P1. Et bon, tout va bien. Et je prends l'accent tunisien sans faire exprès. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, en avril et mai, en 2 mois, ils ont tout vendu. Ils ont vendu les voitures. Mon père, il est médecin, il a vendu son cabinet. Et puis, en 2 mois, ils ont décidé de monter en Israël. Et là, vous étiez en quelle année, là ? Je venais de recevoir P1. J'avais eu un à bon la fin de la première année. Voilà. Ah, ouais. Et donc, je devais décider si je montais en Israël ou si je faisais médecine. Je me suis posé beaucoup de questions. Et en fin de compte, j'ai décidé de rester en France. Et de faire médecine. Tout seul. Non, pas tout seul. Il y avait plein de gens qui m'entouraient. Non, mais sans famille, je veux dire, sans vos parents en tout cas. Mon oncle et ma tante qui m'ont beaucoup soutenu. Et puis mes parents, ils m'ont laissé beaucoup de choses là-bas. J'avais une voiture à moi. J'avais de bonnes conditions. J'avais la belle vie. Les études gratuites. Tous les vendredis au Forest Hill, on jouait au squash. Et comme j'ai dit, j'étais chez mon oncle et ma tante. Mes cousins, ils étaient de mon âge. Donc c'était vraiment la fête. C'était une belle période. Ouais. Et en 4e année, j'ai décidé de monter en Israël parce que je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que pour pouvoir réussir dans un pays, il faut savoir comment ça marche. Et on sait comment ça marche que quand on a grandi dans le pays, pas seulement grandir au niveau de l'âge, grandir au niveau professionnel. Et je me suis rendu compte que si je montais à la fin de mes études, déjà, ça aurait pris beaucoup de temps, mais aussi, ça m'aurait pris énormément d'efforts pour pouvoir réussir. 2 possibilités pour réussir. Soit on est une star. Moi, je ne sais pas si je suis une star. Soit il faut connaître les rouages du métier. Exact. Mon père, il raconte souvent l'histoire qu'il y a 2 sortes de bons avocats. Il y a celui qui connaît bien la loi et celui qui connaît bien le juge. Et moi, je me suis dit... il faudrait que je connaisse bien le juge. Voilà. Ouais. Donc, en 4e année, je suis parti plusieurs fois à l'agent juive. L'agent juif, des gens très, très droits, ils m'ont dit, écoute, c'est dommage, il faut que tu finisses médecine. Et ça sera plus pour Israël si tu finis médecine et tu reviens en tant que médecin que si tu viens maintenant et que tu n'auras rien, tu n'auras pas d'équivalence. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Ouais, okay. Et donc, les premières fois, ils ont réussi à me dissuader. Mais au milieu de l'année, je suis arrivé voir il se reconnaîtra, le mec de l'agent juif. Je lui ai dit, écoute, je veux juste un billet d'avion. Je veux rien d'autre. Donne-moi un billet d'avion. Il m'a dit, mais tu peux pas. J'ai dit, donne-moi le billet d'avion, je vais me débrouiller. J'ai pris le billet d'avion, je suis arrivé à Ashkelon. Donc, je suis passé du plus beau quartier de Paris. Pourquoi Ashkelon, Parce d'ailleurs ? que c'était là-bas le Tornit pour les personnes qui étaient déjà... qui avaient un niveau académique. OK.
s'appelle TACA, c'est Tornit Gdam Academy, pour les personnes qui ont un truc académique. Et donc, je me suis retrouvé du plus beau quartier de Paris au plus moche quartier d'Ashkelon. Et à l'extérieur, j'ai bien connu le juge, puisqu'il y avait les proxénètes, les prostituées, en dehors du Merkaz Klita. Mais bon, j'ai bien appris l'hébreu de la rue. J'ai appris aussi comment ça marchait, la culture. C'est un énorme changement. Ouais. Un énorme changement. C'était intéressant comme changement ? Ou c'était très difficile ? Non, c'était intéressant, mais ça ne veut pas dire que c'était pas difficile. Et en septembre, il y a eu la deuxième intifada. Donc, bien sûr, toutes les années, j'ai essayé de me réinscrire en médecine. Même avant que je vienne, on a contacté beaucoup de gens. Réinscrire en médecine en première année ? On ne savait pas comment ça marche parce qu'il n'y avait pas d'équivalence. Donc, c'était beaucoup au niveau du relationnel. Mes parents, ils ont parlé à énormément de gens, les ministres de la Santé, femmes de Bibi Netanyahou. Énormément de gens ont essayé de m'aider dans ce dossier. Ils n'ont pas réussi. Et cette année-là, quand je suis arrivé aussi, ça n'a pas marché. Et a débuté l'intifada. Donc là, vous étiez en Israël depuis combien de temps ? Depuis 1 an, un peu moins. Et donc, j'ai décidé de me porter volontaire à l'armée. Parce que je me suis rendu compte que s'il y avait un grave problème en Israël, tout le monde partait en Milouim. Et moi, je ne pouvais pas rester à la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui reste à la maison. Ça, je crois qu'on l'aura compris. Et il m'a dit très bien, avec plaisir. Je lui ai dit combien de temps. Il me dit combien de temps tu vas être volontaire. Je lui ai dit combien de temps il faut pour être combattant. Il m'a dit il faut 1 an et demi, c'est le minimum. Je lui ai dit d'accord, alors 1 an et demi, je me porte volontaire. Voilà. Il m'a dit très bien, tu as quelques mois de battement. En attendant, alors j'ai travaillé au Chouk Machane Yehuda, je vendais du poisson. C'est incroyable. Du poisson et des olives et du fromage. Et ma mère, elle rigolait parce qu'elle me disait que j'étais le vendeur de poissons le plus érudit. Le plus diplômé du quartier. Du quartier. Et voilà, donc après, je suis rentré à l'armée. Quand je suis arrivé à l'armée, alors quand on arrive au Bakoun, il y a le Katsin Memayen qui décide où est-ce qu'on va aller. Donc, je rentre dans son bureau, il y a un tour comme ça, une longue file d'attente. Donc, je rentre chez lui et il me dit tu fais 1 an et demi, tu peux pas être combattant, tu vas là-bas, monte dans le car. Je lui dis mais pas du tout, moi je me suis porté volontaire pour être combattant, si je suis pas combattant... je sors de l'armée. Je sors de l'armée. Il me dit mais t'as cru que c'était quoi l'armée tu vas en prison si tu vas pas. Je dis très bien, mets-moi en prison. Et donc j'étais en Mahatzar au Bakoum pendant 2 semaines. Et tous les jours, je rencontrais... Donc en prison pendant 2 semaines. Ouais, c'est pas vraiment une prison, c'est mais plus un matzah. Et donc, tous les jours, je rencontrais ce Katsin du Bakoum. Et tous les jours, il me disait encore toi, alors tu montes dans le car. Je disais non, moi je remonte que chez les combattants. Et en fin de compte, un matin, on me dit monte dans le bus. Alors que d'habitude, je devais voir le Katsin Memayen. Je lui dis mais non, je dois voir le Katsin Memayen, c'est ma rencontre journalière. Et il m'a dit non, monte dans le bus. Alors, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Donc, je me suis approché du... Personne ne m'a dit. Je m'approche du bus et c'était le bus pour Golani. Et donc, je savais que je suis rentré dans Golani. C'était une grande joie ce jour-là, j'imagine. Jusqu'à la fin, je n'étais pas sûr. Il y a que quand je suis rentré dans la base que j'étais sûr que j'étais dans Golani. Et donc, j'ai fait mon service dans Golani 51. Et voilà. Quand j'ai fini mon... Et voilà. Quand j'ai fini mon armée, jeune homme. Ouais, il y avait des choses... J'imagine qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y avait plein de choses sur la route. Il y avait des choses difficiles et des choses Qu'est-ce qu'il y a eu de difficile ? J'avais 24 ans quand j'ai fait l'armée, donc c'était déjà très âgé, mais j'avais l'âge du MEMP, du MEFAK, du chef de régiment. Et donc on était très proches et tout, mais bon, les gens, ils avaient tous 18 ans, on n'avait pas le même profil, et j'étais un des seuls qui avait le bac dans Golani. C'était assez en même temps, difficile, vous aviez été au Chouk Machane Yehuda. Mais plus difficile que ça, exact. Ça m'a appris beaucoup sur la culture. Vous adapter, ok. Mais ce qui était plus difficile, c'est que pendant l'intifada, il y avait énormément de décès, enfin de personnes qui mouraient. Et quand il y a quelqu'un qui meurt, on demande à des soldats de faire 6 qui tiennent le cercueil et 6 qui tirent à l'arme. Et comme je donne l'impression d'être quelqu'un de stable, alors on me nommait la plupart du temps pour tenir le cercueil. C'est très très dur. Et donc, j'avais souvent des discussions avec ma mère au téléphone qui me soutenait et tout. Et elle me disait mais je comprends pas, t'es rentrée à l'armée pour enterrer les gens. Je dis ça fait partie du travail.
Et donc, j'ai enterré beaucoup de gens à l'armée. Donc ça, c'était très dur Pour au niveau quelqu'un- émotionnel. ouais, surtout pour quelqu'un qui se destine à être médecin. Ouais. Donc au niveau émotionnel, c'était très difficile, mais bon. Vous avez surmonté. Après, tu as surmonté. Après, il y avait des choses plus difficiles au niveau physique, au niveau mental, mais ça, c'était vraiment le point noir. Difficile. Ouais. Mais bon, on a passé. Quand j'ai fini mon armée... Vous êtes devenu un vrai Israélien. Pourquoi? Parce qu'on a passé. C'est fini, non? C'était avant. C'était avant, ouais. Donc, quand j'ai fini l'armée, j'avais 2 possibilités. Soit rentrer en France. Avant, il y avait une grosse histoire. Quand j'étais au milieu de l'armée, le Technion, il m'a contacté. Il m'a dit, nous savons que tu as fini ta 3e année. De médecine. On te propose de continuer. Non, chez nous, on a la possibilité de faire un examen suivant les places libres pour rentrer en 4e année. J'ai dit, super, alors je m'inscris à l'examen. Donc, je me suis inscrit à l'examen, mais bon, j'étais à l'armée. J'étais à Jenin en ce moment. Donc, ce que je faisais les gardes et toutes les opérations de l'armée. Et quand ce qui se passe, on fait 8 heures de garde, 8 heures de pause. Pendant les 8 heures de pause, je dormais 2 heures. Et après, j'allais dans la synagogue de la base de Jenin. Et là-bas, j'étudiais médecine. 3 semaines avant l'examen, le Technion, il me recontacte. Il me dit, écoute, la place qu'on devait te donner, elle a été prise. Et donc là, j'ai reçu un vrai coup. Un vrai coup psychologique. Ça a été très dur. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais après? Donc, j'avais la possibilité de tourner en France, parce qu'une fois qu'on a PA, je ne sais pas si c'est encore la loi, mais à l'époque, celui qui avait P1, on lui gardait sa place pendant 10 ans. On pouvait arrêter à n'importe quelle année. 10 ans, la place était gardée, donc vous auriez pu reprendre vos études. Voilà. Parce que vous vouliez vraiment être médecin. Donc, je me posais la question, parce que je voulais vraiment être médecin, ou alors je faisais autre chose en Israël. Et là, je suis arrivé à la conclusion que pour moi, même pas pour moi, je pensais que c'était plus important l'endroit où on vivait que ce qu'on y faisait. Bien sûr qu'il faut réussir, mais je pouvais réussir dans plusieurs choses. Et donc j'ai décidé de m'inscrire en droit. Donc je me suis inscrit en droit et j'ai été reçu en droit. Et la faculté de droit, elle commence un petit peu avant les autres facultés. Donc je suis arrivé en droit. Tout le monde te reçoit. Voilà, vous avez reçu en droit à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est très prestigieux. D'ici sortent tous les députés. À partir du moment où vous avez été accepté, c'est sûr que vous allez réussir dans la vie et tout machin truc. Et au bout de 2 mois, j'ai été contacté par un professeur de l'université de médecine, un biochimiste, qui m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Alors, moi, j'étais déjà passé en droit au niveau psychologique. J'ai dit, écoutez, maintenant, je suis en droit. Non, mais ici, il faut faire le saut à l'élastique. Alors, ça aide pour réussir. Il m'a dit, non, mais je veux vraiment te voir. Je suis parti le voir. Donc, il m'a dit, je le rencontre dans son bureau. C'est un chercheur, il n'est pas médecin. Et il me dit, raconte-moi ton histoire. Donc, je lui raconte l'histoire que je viens de raconter. Et il me dit, après que je raconte mon histoire, il me dit, je vois, moi, je voulais te convaincre d'être chercheur, mais je vois que c'est soit médecine, soit c'est autre chose. Et là, il m'a donné le numéro du sous-doyen. Sous-doyen de la faculté de médecine. Alors, j'ai pris le numéro. Mais maintenant, moi, j'ai contacté tellement... Et mes parents, ils ont contacté tellement de gens. Et toute la terre, j'étais à bout. Ouais. J'ai pris le papier, je l'ai mis dans un tiroir. Bon, il s'est passé un truc qui arrive qu'en Israël. Je ne sais pas si c'est le moment de te raconter parce que... Mais tu peux y aller, vas-y. Je t'écoute, je suis toute oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le raconte pas à beaucoup de gens. Mais à nous, tu peux le dire. À nous, je peux le dire. C'est qu'entre toi et moi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien, on est entre 4 yeux. Alors? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis le PTEC, enfin ce papier, avec le numéro du téléphone du sous-doyen dans un tiroir. Et je l'ai laissé là-bas pendant assez longtemps. Et un jour, j'ai été invité au Shabbat Khatan de ma cousine à Netanya. J'arrive à Netanya et au Shabbat Khatan... Il y avait le sous-doyen? Non. Non plus. Encore pire. Encore pire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est tous bourrés. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, encore plus bourré, et qui m'appelle de loin. Il m'a dit « Toi !» Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais complètement bourré, donc je rentre dans son trip. Il me dit « Tu dois sauver des gens et t'as laissé tomber !» Je dis « Mais pas du tout, j'ai pas laissé tomber, j'ai tout essayé, ça marche pas. » Il me dit « Mais non, il y a une brique, il faut que tu la casses. »
Je lui ai dit, mais écoute, j'ai tous essayé. Il me dit, non, il y a une chose que tu n'as pas essayé. Maintenant, quand il me dit, il y a une chose que tu n'as pas essayé... Tu penses au doyen? Non, je pense au papier dans le tiroir. Ah ben voilà. Et là, il me regarde, il me dit, c'est à ça que je pense. Ah, j'ai eu Rawaf. Après, j'étais complètement bourré, j'ai arrêté de rigoler. Et donc, je suis rentré à la maison. C'était qui, cette personne? Je sais pas. Ok. Je l'ai pas revu après. Et je suis rentré à la maison. Le lendemain, j'ai appelé le sous-doyen, donc il m'a pris rendez-vous. On a pris... Oui, je sais. Ça va être dur de continuer. Ça va être dur de continuer. Donc, j'ai appelé le sous-doyen. Non, parce que moi, je sais qui c'est. Tu sais qui c'est, le bourré? Non, mais je sais qui c'est, mais je peux pas le dire parce que là, ça va faire trop. Mais décidément, ça n'arrive qu'en Israël. Alors, parce qu'on m'a déjà raconté cette histoire, mais c'est pas vous qui me l'avez raconté, c'est l'autre. Ah bah, c'est rigolo. C'est incroyable. 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 Et donc, il m'a dit une chose en plus que je ne vais pas dire, mais le lendemain, j'appelle le sous-doyen. Il me dit, bien sûr, viens me voir et tout. Et il me dit, écoute, il faut que tu fasses la Vadat Harigim. La Vadat Harigim, c'est de faire le... Comment ça s'appelle? C'est une commission. Commission dérogatoire. Voilà. Commission dérogatoire. Donc, je prépare mon dossier avec ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme. On prépare mon dossier. Maintenant, moi, j'étais en droit. J'avais cours de droit. Et donc, je prépare mon dossier et j'arrive à la commission, qui était le jour même. Et tu plaides ton cas? Non, j'arrive à la commission et il y a la secrétaire qui me dit qui es-tu? Je lui dis Jonathan Desmas, j'ai été envoyé par le sous-doyen, professeur Guilon. Il me dit qui? Je lui dis professeur Guilon, le sous-doyen de la faculté de médecine. Elle me dit je connais pas. Je lui dis mais j'ai bien un rendez-vous aujourd'hui pour la commission. Elle me dit oui, il y a une commission aujourd'hui, mais t'es pas dans la liste. Je lui dis c'est une blague. Elle me dit non, attends, je vais appeler la responsable de la commission. La responsable de la commission, elle sort. Et elle me dit fais voir ton dossier, regarde mon dossier. Et là, elle me dit écoute, t'étais pas dans la liste, mais je vais te faire rentrer. Elle me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis écoute, moi. Elle me dit mais non, elle me dit il faut que tu fasses l'inscription normale par le bureau des étudiants étrangers à l'université. Je lui dis écoute, moi j'ai déjà fait tout ça au moins une dizaine de fois. Là, j'ai besoin d'une réponse. Oui ou non? Oui, je continue. Non, je suis en droit. Vous m'autorisez à continuer mes études de médecine en Israël ou non, c'est fini pour moi. Elle me dit d'accord. Alors, on va proposer ton dossier. Je donne mon dossier. Donc, je n'avais pas à plaider. C'est eux qui plaident avec eux-mêmes. Je vais en cours de droit. Le lendemain matin, je commençais un peu plus tard en fac de droit. Je reçois un coup de fil de la secrétaire de médecine. Elle me dit, Jonathan, où tu es? Je lui dis, comment ça, où je suis? Elle me dit, il y a la VADA, la commission d'acceptation en médecine. Je dis, mais je ne savais même pas que j'avais passé la commission dérogatoire. Elle me dit, c'est une commission d'acceptation. Elle me dit, oui, viens. J'avais rien préparé et tout aux commissions. Je ne savais pas si elles allaient poser des questions de médecine ou quoi. J'arrive. Il y avait 3 vieux professeurs, 2 professeurs et une femme, professeur aussi. Donc, je m'assois devant eux. Et là, un des 3, il me dit, écoute, avant qu'on te pose des questions de médecine pour voir ton niveau, on aimerait connaître ton histoire. Donc, je commence à raconter mon histoire comme je l'ai fait, jusqu'au moment où je dis que j'ai travaillé au Chouk. Et là, le plus vieux professeur, il me regarde, il me dit, mais écoute, t'es passé de 4e année de médecine pour travailler au Chouk, t'es complètement pas normal. Et là, c'était un peu vrai. Et là, il y a le 2e professeur qui lui dit, mais tu comprends rien du tout, tu sais pas c'est quoi les choux qu'il y a en France. Et il commence à parler du marché de Clermont-Ferrand, que je ne connais pas, mais apparemment c'est un marché qui est très beau. Et donc, ils se sont disputés pendant une demi-heure, sans qu'ils me posent de questions en fin de compte. Et finalement... en fin de compte, ils m'ont dit, écoute, merci beaucoup, tu peux sortir. Donc, je suis retourné à la fac de droit que j'avais cours. Et le lendemain matin, je reçois un téléphone de la secrétaire qui me dit, viens en cours. Je ne savais pas en quelle année. Donc, j'ai pris ma voiture. Là, j'avais 10 minutes pour décider si j'allais en droit ou si j'allais en médecine. Et j'ai décidé d'aller en médecine. Je suis rentré dans la classe de cours et j'étais en 2e année. Donc, j'avais perdu 2 ans, mais au moins, j'étais rentré en médecine. Et tu as fait ton parcours et tu as terminé tes études. Et aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué. J'imagine que ça n'a pas été simple de finir. Tu as eu encore beaucoup d'embûches sur le chemin. J'ai eu beaucoup d'embûches sur le chemin.
Déjà, au niveau de l'hébreu, parce que quand je suis arrivé en médecine, je parlais l'hébreu de la rue. Donc, la personne qui était sur l'estrade, il parlait l'hébreu, mais je ne comprenais pas. Et donc, j'étais assis derrière. J'avais des amis qui me traduisaient dans un hébreu facile. Mais bon, petit à petit, j'ai réussi à progresser. J'ai fini mes études avec mention. Après, j'ai fait mon stage à Hadassah et j'ai réussi à rentrer en tant que médecin dans la spécialité de chirurgie. Après, il y avait les difficultés de la spécialité de chirurgie, qui sont comme dans toutes les spécialités de chirurgie dans tout le monde, sauf qu'il y a la particularité en Israël que déjà pendant les études, la particularité en Israël, c'est qu'on commence les études beaucoup plus tard. Je n'étais pas l'un des plus vieux, même si j'ai commencé tard. Tout le monde commence à peu près au même âge, 25, 27 ans, parce que tout le monde fait l'armée, etc., tout le monde travaille, ouais, on commence plus tard. Tout le monde est marié, tout le monde a des enfants. Donc ce qui se passait pendant les études, c'est que je travaillais à Darna, un restaurant marocain à Jérusalem, au centre-ville, bien connu. Donc j'allais en cours le matin, vers 3h j'allais à Darna, je travaillais là-bas jusqu'à la fermeture, 2h, 3h du matin. Je rentrais à la maison, je me douchais, je dormais un peu, je retournais en cours à 8h. C'était une vie compliquée. Je dormais jusqu'à 10h en cours et après je recommençais tous les jours comme ça. Après j'ai réussi à rentrer en tant qu'infirmière aux urgences pendant les études Ça a été plus simple. C'était plus simple parce que c'était au même endroit, mais c'était aussi difficile au niveau des heures. Et après, seulement quand j'ai commencé mon internat, alors j'ai commencé à gagner ma vie normalement et à travailler normalement. En plus, il y a le problème des milouim, où tous les ans, les médecins doivent faire un mois de milouim, au moins. Alors, j'imagine tout ce que vous avez dû passer, mais une question, parce que malheureusement, on doit bientôt se quitter, mais on pourrait, je sens, parler avec vous pendant des heures. Faut que tu me revois. Voilà, parce que maintenant je reparle au chirurgien, donc je fais attention. Tu regrettes ? Je regrette. Donc ça fait 18 ans que je suis en Israël. À part ma première année où je suis retourné en Israël, en France, depuis je ne suis pas retourné en France. Il y a un seul moment où je me suis posé la question, c'est quand j'ai fini l'armée et que je n'étais pas rentré en médecine encore, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais en bas de Ben Yehuda et c'était l'été. J'avais tous mes copains de France qui avaient tous fini médecine à cette époque-là et qui rentraient tous à l'internat. Et donc on avait rigolé, on avait bu, c'était très sympa. Donc je descends avec eux, ils montent dans le bus, à l'arrêt de bus, et là j'ai quelques secondes où je sens une terrible solitude et je ne sais pas où je suis. Comme en Israël, le bon Dieu il fait toujours les choses bizarrement. De ce même bus descend la personne qui dormait à côté de moi à l'armée. Moshe Hershkovitz, qui descend du même bus où ils sont montés et qui me voit dans cette fraction de seconde de solitude. Et il me dit Jonathan, je vois, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je lui raconte. Et il me dit mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu as fait des choses beaucoup plus importantes, peu importe ce qu'ils font. Et donc, ce moment où je me suis posé des questions, il a été vraiment court. Et le bon Dieu m'a mis un filet de rattrapage. Mais à part ce petit moment, j'ai jamais regretté. Eh bien, c'est sur ces jolies paroles que nous allons conclure. En tout cas, un parcours incroyable. On devait parler de décathlon. Mais on va parler de décathlon, bien sûr, mais dans une prochaine émission. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est pas possible, Jonathan. Alors, bravo vraiment pour ce parcours d'Alia incroyable. Il n'y a pas de bravo à toutes les personnes qui ont fait Alia. Ils ont fait un parcours intéressant. Mais le vôtre est particulièrement chargé et spécial, on va dire. Alors juste, puisque vous avez dévoilé le secret, on est obligé de dire un mot. Si vous aimez Décathlon, vous qui nous écoutez, sachez que c'est grâce à Jonathan Dema. Pas seulement. Pas seulement, mais quand même. Grâce à Jonathan Dema et sa persévérance, en tout cas, quand il veut quelque chose, a priori, rien ne lui résiste, eh bien, Décathlon a débarqué en Israël. C'est grâce à lui. Ça, c'est cool, ça. Ça, merci, ça, Jonathan. Voilà, on se retrouvera peut-être bientôt, je ne sais pas. En tout cas, vous revenez quand vous voulez pour nous raconter vos aventures. On a adoré. Tu l'as bien. Merci beaucoup. Ouais. Ciao.